Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur. Nous sommes à Montréal le 8 février 2019, animé, mon nom est Bruno Lalonde et l'Atelier Librairie est également animé par Fabienne Roch. On va déplacer ça un peu. Donc, c'est une vidéo où je teste un certain nombre de choses. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, donc, 8 février, ce soir, c'est une soirée hommage à mon père, poète, peintre et métis. Ceux qui suivent un peu mes activités savent que je n'ai pas connu mon père et que je l'ai retrouvé il y a 4 ans. Je ne l'ai pas connu, je ne vais pas élaborer là-dessus aujourd'hui dans cette vidéo-là, ni ce soir d'ailleurs. Par contre, je vais vous dire un certain nombre de choses. D'accord? Et je vais commencer en vous montrant un objet qui est fort décrié par la majorité des Québécois, vu comme un objet ringard, une ceinture fléchée. Les ceintures fléchées étaient portées par les coureurs de bois. Dans notre généalogie, tous les Québécois ont de nombreux coureurs de bois. Si, je vous dirais, la majorité des Québécois n'ont pas à proprement parler de sang autochtone qui coule dans leurs veines, assurément, tous ont eu des ancêtres coureurs de bois. Tous ont été les 10 000 familles qui se sont établies au début, les 10 000 familles de colons français qui se sont établies en Nouvelle-France. Très rapidement, ont eu des liens, presque un huis clos qui a duré pratiquement 2 siècles avec les Premières Nations. Ce n'est pas rien, ça a façonné l'imaginaire québécois. Ça l'a façonné à un point tel que ce qui pouvait faire dire à Richard Desjardins ou à l'anthropologue Serge Bouchard qu'il était inutile de se qualifier de métis, car tous, d'une certaine manière, nous l'étions par l'esprit, la spiritualité, le mode d'être. Et une des caractéristiques de l'indigène, c'est de ne pas savoir qu'il est un indigène. Alors, on imagine Claude Lévi-Strauss débarquant ici, là, dans des territoires boréals, tentant de comprendre l'éthos québécois, mais tentant de nous l'expliquer également. Alors, je reviens sur la ceinture fléchée. La ceinture fléchée était portée par les coureurs de bois qui devaient faire du canotage, du cabotage, qui devaient, en traînant des victuailles, des pots, des marchandises. Et les coureurs de bois, ils étaient très, 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 très nombreux. Et les deux grandes figures archétypales du Canadien français, du Québécois, c'est le coureur de bois et l'agriculteur. Ce sont le nomade et le sédentaire. Ce qui faisait dire au chanoine Lionel Groulx, qui était résolument l'historien pro-cultivateur, n'est-ce pas, que l'influence des coureurs de bois sur les jeunes hommes était telle qu'il fallait les empêcher de quitter la terre, de quitter la ferme. Et beaucoup, 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 rêvant d'une vie aventureuse, exploraient le vaste continent, avaient des relations amoureuses avec les Indiennes, se reproduisaient follement, euh, et n'avaient pas de souci à proprement parler d'enracinement. Alors, les voyageurs. D'ailleurs, c'est aussi le mot qu'on donne aux coureurs de bois. On les appelle les voyageurs. Alors, revenons à quelque chose qui, à la fois m'intrigue, m'enchante, me turlupine. C'est les relations de Louis Riel, métis, né à Rivière-Rouge, au Manitoba, avec Sitting Bull. Sitting Bull, vous le savez, c'est le dernier grand chef Sioux. Les dernières batailles, les dernières guerres autochtones, les dernières guerres indiennes en sol américain, ont eu lieu avec les Sioux. Et Louis Riel, qui était ses grands-parents, un de ses grands-parents était autochtone. Les autres étaient des Canadiens français. Il était un élève doué. On l'a envoyé au Collège de Montréal, au séminaire de Montréal, pardon, où
il a appris la versification, la rhétorique. Il a suivi, hein, j'allais dire suivi, là. Il a suivi le cours classique, devenu poète. D'ailleurs, ses poèmes sont assez remarquables par certains aspects. Et il est retourné au Manitoba, jeune homme. Et c'est là où le gouvernement canadien, parce que le gouvernement canadien, avec MacDonald, a voulu, au début, un peu après la fondation de la Confédération, a voulu relier l'Est à l'Ouest avec le chemin de fer, le Canadien Pacifique. C'est ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest canadien. Mais de l'Ouest de l'Ontario jusqu'à Vancouver, tout ce territoire-là, qu'on appelait le territoire de Rupert, était habité par des Cris, des Canadiens français et des Métis. Et pour s'emparer du territoire, ben, le chemin de fer devenait un prétexte. Alors, ils sont arrivés aux alentours de 1880. Je n'ai pas les dates ici, hein, n'est-ce pas? Ils sont arrivés les arpenteurs mandatés par le gouvernement canadien. Ils sont arrivés en territoire métis, en territoire canadien-français, en territoire cri, et ont commencé à arpenter le territoire et ont commencé à les déloger. Alors, Louis Riel, qui avait l'instruction, qui a appris l'anglais, hein, qui a appris l'anglais à ce moment-là, qui avait de l'instruction, qui avait des connaissances aussi, a été clair. Alors, il savait comment rédiger des rapports, il savait comment comprendre la logique du colonisateur. A tenté une première insurrection qui a échoué. Et il s'est exilé en territoire sioux. Et c'est là où ça me fascine complètement. Pendant 4 ans, il a été le compagnon de Sitting Bull. Sitting Bull lui a appris à chasser le bison, lui a appris les rites ancestraux du tambour, lui a appris les légendes, lui a appris les contes, a fait de lui un véritable guerrier autochtone. 4 ans d'immersion. Hein? Et c'est là que Louis Riel a vraiment pris conscience de sa vocation quasi messianique d'être nouveau. D'ailleurs, il se baptisait, quand on regarde ses recueils de poésie, c'est Louis-David Riel. Il est le nouveau prophète. Il s'aperçoit comme tel. Retourne après 4 ans et mène une deuxième insurrection qui échoue. Et il meurt, il a été condamné, il a été pendu, il meurt accompagné de 3 autres chefs autochtones, dont Gros Ours. Et cette image-là du chef métis pendu à un gibet avec 3 autres leaders autochtones fait de nous assurément des frères. Et quand Louis Riel a été pendu, il faut dire aussi, petite parenthèse, Louis Riel a été soutenu au Québec par les autorités ecclésiastiques. Parce que les autorités ecclésiastiques avaient le projet de créer une province du Québec de l'Ouest. MacDonald, premier ministre canadien, n'était pas dupe des manœuvres parce que le jeu politique de l'Église catholique a été de la défaite des Patriotes 1838 jusqu'en 1950. L'Église a été à la fois expansionniste, elle était à la fois menant des guerres de territoire et à la fois aussi conservatrice, voulant préserver ce qui fait la caractéristique première du peuple québécois, la langue. Alors, Louis Riel, donc, était alimenté, était à la fois sponsorisé, guidé, à la fois d'un côté par l'Église catholique et à la fois par les Sioux de Sitting Bull. Tant et si bien aussi que, pour en revenir à cette dernière guerre américano-indienne, Sitting Bull s'est réfugié au Manitoba. Et il a été hébergé sur des territoires appartenant à un Canadien français. Alors, l'histoire de l'Amérique, c'est une histoire, ce qui faisait dire au poète Gilbert Langevin, se qualifiait de poète américois. Alors,
l'histoire de l'Amérique française, qui est une histoire trop peu étudiée par les historiens français. On connaît les raisons. Les Français ont eu à administrer, à gérer de vastes colonies qu'ils ont perdues. Vous connaissez la suite. Et le rapport avec leurs anciennes colonies est assez trouble, assez complexe, assez imbriqué, et ils en subissent encore les contre-effets. Alors, les budgets mis dans l'étude de l'Amérique française par les autorités universitaires françaises sont réduits à presque rien. Et puis, comme c'est de l'histoire que l'on juge ancienne, parce que pour un Québécois politisé, cette histoire-là, elle est toujours d'actualité. Et ce qui m'amène à vous dire, c'est que une fois que les territoires métis, cris et canadiens-français ont été annexés par le gouvernement impérialiste canadien, eh bien, beaucoup de métis ont quitté le Manitoba. Et quand j'étais enfant, j'ai grandi dans le centre-sud, dans un quartier ouvrier de Montréal, même en voie qui n'était même plus ouvrier, n'est-ce pas? Et dans ma classe, il y avait une classe d'une trentaine, il y avait 2-3 métis. Ils étaient très, très typés, on les reconnaissait, on savait que c'était des métis. Nous, enfants, on savait. Et ils étaient l'objet de racisme de notre part. Pas de la mienne, non, mais de la part des autres enfants. Ils étaient les plus pauvres des pauvres des pauvres. Et déjà, ils portaient, si on pense au début des années 70, c'est 4 générations plus tard, ils portaient les stigmates de l'aliénation, de la spoliation, de la dévastation et de l'acculturation. Ils ont perdu, et l'être métis n'a jamais été réfléchi en tant que tel. Comme je vous disais au début, l'indigène ne sait pas qu'il est un indigène. C'est sa principale caractéristique. Et se définir, se penser en tant qu'indigène est très difficile pour un occidental qui a grandi en terre d'Amérique. Et beaucoup de nos colonisateurs canadiens anglais nous perçoivent comme étant des colonisateurs qui subissent à leur tour le joug de d'autres colonisateurs. Alors, ils n'ont aucune compassion pour nous. On a attaqué, ce qui n'est pas vrai là, quand on connaît l'histoire, on a attaqué les Autochtones, on les a colonisés. Alors, en se faisant coloniser à notre tour par les Canadiens anglais, nous n'avons que ce que nous méritons. Alors ça, c'est une lecture erronée. D'abord, nous n'avons pas, nous les Québécois, les héritiers des premiers colons, n'ont pas un passé ethnocidaire. Alors ça, il faudrait le répéter. Mais quand même bien, on le répéterait sans arrêt, parce qu'on a de la difficulté nous-mêmes à se percevoir comme étant soit métissés par le sang, mais assurément métissés par l'esprit. Là où est là où est le vrai métissage, là où est la vraie synthèse de culture. C'est pas par le sang que ça se passe, au fond. Ça se passe par l'esprit. Très difficile à comprendre, très difficile à expliquer. Ce qu'a éprouvé Louis Riel quand il s'est retrouvé, lui, même s'il a grandi dans un milieu catholique, même s'il a été élevé par l'Église, il s'est retrouvé avec Sitting Bull. Sitting Bull l'a reconnu comme étant un des leurs, hein, et il lui a appris tout. Eh bien, nous, on a reçu également cet enseignement-là. Si on regarde dans notre généalogie, on a tous ça en nous. Tous les Québécois ont ça en nous. Et je vous dirais en boutade, une des raisons pourquoi on n'a pas réussi l'indépendance, c'est parce qu'on est trop indépendant. Vous voyez? C'est paradoxal, on est trop désobéissant. Et dès le départ, on a été désobéissant. Hein, Bougainville, qui a été gouverneur, raconte dans son journal que les soldats canadiens, nous étions des Canadiens, eh bien, étaient désobéissants. Il n'y avait rien à faire avec nous. On était de mauvais sujets.
Par contre, ça nous a servi dans ce qu'on a inventé, c'est-à-dire la guerre de guérilla. Et jusqu'au début du siècle, les Américains frontaliers à la frontière canadienne, du Massachusetts, entre autres, jusqu'au début du siècle, vous vous rendez compte, 1900, eh bien, redoutaient les escarmouches, redoutaient de se faire attaquer par des armées désorganisées, mais assez redoutables, des Canadiens français et des Autochtones. Alors, cette alliance-là, elle est là depuis le début, elle est profonde, et c'est tellement regrettable parce que aujourd'hui, si on regarde la situation des Autochtones reconnus par le gouvernement fédéral, qui est une loi d'apartheid, mais je vais passer sur ce sujet-là. Un bon pourcentage des 100 000 Autochtones qui peuplent le Québec sont des Métis. Alors même eux sont pognés avec un grand-père, parfois c'est plus rare, mais une grand-mère canadienne-française. Et beaucoup d'entre eux ont des patronymes canadiens-français. Et ça, cette espèce de choses-là qu'ils ont en eux, eh bien, c'est quasiment une sorte d'aliénation. Alors eux, ils sont aliénés, nous le sommes. Ah, ça aurait été tellement formidable de pouvoir créer des ponts. D'ailleurs, en fait, tout n'est pas perdu de toute façon. De créer des ponts entre les divers métis qui peuplent le territoire québécois. Alors, voilà, écoutez, c'était une petite histoire qui commençait à partir de tout ça. Il y avait beaucoup de fabriques de ceintures fléchées dans Lanaudière. Lanaudière, d'ailleurs, dont étaient natifs les parents de Louis Riel, et beaucoup de métis après l'envahissement par les troupes canadiennes se sont réétablis dans Lanaudière. Alors, Lanaudière, c'est un territoire métis. Et c'est captable dans l'air. Hein? Et si vous voulez avoir une petite idée de ce que nous étions en tant qu'indigènes, je vous invite à regarder la filmographie de Gilles Carle, entre autres, pour ne nommer que lui, des années 70. Les années 70, c'était clair que ça, c'était présent dans l'esprit, que c'était encore là. C'était encore là, cet univers-là, de métissage. On était une grande figure, je ne sais pas s'il y a du sang autochtone là, dans ses veines, mais c'est Willy Lamotte. Hein? Si vous voulez avoir à quoi ressemble l'être québécois par excellence, roublard, désobéissant, iconoclaste, respectant pas grand-chose, au fond, en tout cas, surtout pas l'autorité, un peu jouisseur, beaucoup jouisseur, un être épris de liberté, eh ben c'est Willy Lamotte. Alors, allez vérifier, amis français, c'est qui Willy Lamotte, vous allez bien vous amuser. Et là, vous allez bien voir, c'est ça, le Québécois. C'est un métis qui s'ignore, au fond. Bonjour, bonjour. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous plus tard, autour de 18h30, pour vous parler de mon père, qui, lui, est un métis et qui, très, très tôt, en ce sens-là, c'est un pionnier, a voulu, non pas intégrer parce que c'est une culture qui reste à créer, a voulu donner une sorte d'élan à cet être-là qui est au fond un être de poésie. D'accord? Retenez ça au fond. Être un métis, c'est être un être de poésie. C'est à la fois avoir l'esprit logique et à la fois vivre dans l'imaginaire. Je me plais à dire que la religion, la vraie religion au Québec, c'est pas le catholicisme. Le catholicisme, c'est une petite couche, puis d'ailleurs, elle a foutu le camp. La vraie religion des Québécois, c'est le chamanisme, n'est-ce pas? Le chamanisme est partout. Les gens ont quitté les églises, mais ils croient à l'esprit des arbres, l'esprit des cristaux. On vit sur une terre magique. Et même l'industrialisation, à tout craint, forcenée, n'a pas effacé les traces palpables qu'on peut ressentir avec une oreille assez fine du surnaturel, n'est-ce pas?
le grand esprit de Wakatanka. Alors, à plus tard. Merci beaucoup.